Bonsoir, bienvenue à cette discussion avec la cinéaste Sophie Bédard-Marcotte pour son film LA Time, que plusieurs parmi vous, vous avez pu voir gratuitement grâce à la distributrice de films. Alors, on les remercie chaleureusement, toute l'équipe de la distributrice. Mon nom est Daniel Racine, je suis critique de cinéma, programmateur et je serai votre animateur ce soir. Je suis en temps régulier aussi l'animateur du quai 5160 à Verdun. Un gros merci à toute l'équipe du quai 5160. On a tellement hâte d'y retourner pour projeter directement dans la salle. Un gros merci aussi à Ciné Verdun et l'arrondissement de Verdun. Ce soir, nous recevons une réalisatrice très créative qui, après 2 films, a déjà une signature forte et reconnaissable. Sophie Bédard-Marcotte nous offrait en 2017 la fiction Claire l'hiver, film qui était finaliste pour le prix collégial du cinéma québécois. Sophie revient en 2020 avec LA Time, un documentaire fantaisiste où elle quitte Montréal avec sa directrice photo Isabelle Stachenko en route vers Los Angeles en espérant y prendre le thé avec la cinéaste Miranda July. Le film a eu sa première mondiale au prestigieux festival Vision du réel en Suisse et il a eu vraiment une très, très riche carrière internationale. Donc, vous nous suivez probablement sur la page Facebook du quai 5160 ou sur celle de Ciné Verdun. Donc, sous la fenêtre où vous me voyez, vous pouvez poser à tout moment des questions. Elles me seront relayées et je pourrai les poser à notre invité. Donc, sans plus attendre, accueillons notre invitée, Sophie Bédard-Marcotte. Allô! Allô, Sophie, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, bien, c'est ça. Ma première question, avant de parler du film, vu qu'on est dans un contexte assez singulier, celui de la pandémie, je prends des nouvelles de mes invités. Donc, comment ça va? Ça va bien, merci de prendre des nouvelles. Ça va bien, je pense que comme tout le monde, je sais pas, c'est une période un petit peu solitaire je sais pas, on prend le temps de renouer avec soi-même, I guess. Mais non, pour vrai, je suis quand même chanceuse, je suis pas malade, personne autour de moi est malade, puis tu sais, on lâche pas. C'est février, mais c'est bientôt fini. Bon, excellent, merci beaucoup. Très heureux d'entendre ça. Mais au niveau de la créativité, est-ce que tu as été très créative pendant cette période-là ou tu as quand même eu des périodes de creux, ce qui est tout à fait légitime? J'en ai eu, tout le monde en a eu aussi. C'est vrai qu'au niveau de l'écriture, je trouve ça, tu sais, il y a eu la première vague que je trouvais assez propice à l'écriture, puis bon, c'était la nouvelle solitude, là, mais là, c'est sûr que c'est plus difficile pour moi, puis je vois que c'est le cas pour plusieurs personnes autour de moi de rester concentrée, d'écrire, de rester motivée. Mais non, je continue à avancer quand même. J'essaie de ne pas être trop, je pense que personne ne doit être trop dur avec... on ne doit pas être trop dur avec nous-mêmes en ce moment, là, mais non, ça va. Là, je tourne des petites affaires, je continue à être active parce que sinon, sinon, ce serait la grande dépression. Oui, c'est sûr, ça aide de rester actif. Donc, Claire l'hiver se termine avec le vernissage de l'exposition Ton alter ego Claire à l'Espace Projet et LA Time débute avec l'installation de l'exposition de Sophie à Espace Projet où on voit des photos de Claire qui s'y trouvent. Donc, jusqu'à quel point Claire est réelle et jusqu'à quel point Sophie est fictive? Justement, c'est ça, la scène d'exposition là, qui reprend la scène, qui ouvre LA Time puis qui reprend la scène finale de Claire l'hiver. C'est une façon pour moi de créer un lien entre les 2 films puis de faire un petit clin d'œil aux gens qui auraient vu les 2. Puis de jouer aussi avec les codes de la fiction et du réel et du comment on traite le réel dans les films et bon, tout ça. Donc, comment je dirais ça? Moi, je l'ai vraiment approché, dans Claire l'hiver, j'ai vraiment approché Claire comme un personnage qui disait, je l'ai joué comme une actrice pas professionnelle qui lisait son texte, qui avait appris son texte. Alors que dans LA Time, c'était vraiment avec Isabelle, on marchait sur une fine ligne entre la mise en scène, mais le réel. On ne jouait pas de rôle. Puis c'était quelque chose qui était important pour moi aussi avec Isabelle parce que ça a quand même été... j'ai quand même dû travailler un petit peu pour convaincre Isabelle de quitter
de se mettre en avant de la caméra. Et c'était clair pour moi que je ne pouvais pas lui demander de jouer un rôle parce que c'était déjà beaucoup lui demander de se mettre en danger comme ça devant la caméra. Donc, tu sais, c'est vraiment, on ne joue pas des personnages, c'est pour ça qu'on a gardé mon nom aussi, là, tu sais. Donc, je l'ai vraiment approché comme un documentaire, LA Time, dans ma tête, c'était ça. Puis après, c'est sûr qu'une fois qu'on le présente devant le public, ben là, il y a un certain questionnement du public à savoir qu'est-ce qui est mis en scène, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais pour moi, je l'ai vraiment approché comme un docu. Donc, tu parlais que ça a été difficile de convaincre Isabelle, mais à quel moment t'es venue cette idée-là que tu lui as proposé? C'est quoi l'étincelle derrière l'idée d'aller rencontrer Miranda July? En fait, Isabelle, c'était vraiment, elle faisait partie de l'idée de départ, là, dans le sens que c'était clair que j'allais avec, parce que moi et Isabelle, on est amies aussi, puis là, on venait de travailler ensemble sur Claire l'hiver, ça nous avait beaucoup rapprochés, on a travaillé sur l'expo ensemble, on était, c'est ça, là, on devient très proche, veux pas, de nos collaborateurs quand ça se passe bien, puis, donc, c'est ça, elle était vraiment comme, elle faisait partie de l'idée, ça n'a jamais été « je vais essayer de rencontrer Miranda July », ça a toujours été « nous allons essayer de traverser les États-Unis pour la rencontrer ». Isabelle aussi, pour Isabelle, le travail de Miranda July est aussi important, significatif. Donc oui, elle a toujours fait partie de l'idée. Puis l'idée était assez spontanée au départ. Je me souviens la fois où je l'ai pitché à Isabelle, c'était un peu un coup de tête, mais c'est après, une fois qu'elle a embarqué, que ça s'est vraiment complexifié. Là, évidemment, j'ai découvert que le film, cette quête-là me permettait d'aborder plein d'autres choses, puis c'était super important pour moi. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, je pense que. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup. Miranda July, Oui. finalement, au final, là, c'était peut-être mieux que tu ne rencontres pas pour ton film. Dis-moi, jusqu'à quel point tu y aurais laissé une place si elle avait accepté de te rencontrer? Ça aurait complètement changé ton film. Oui, ça aurait quand même changé le film. Il y a une partie de moi qui espérait vraiment la rencontrer, qui a vraiment été triste quand ça n'a pas marché. Puis il y a une partie de moi qui trouvait que ça marchait bien avec les thématiques du film, avec l'idée de flirter avec l'échec, avec tout le culte, la performance, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse là, à travers mes films. Puis on essaie tellement toujours d'être bon puis de réussir, d'être les meilleurs puis que ça paraisse. Mais là, c'était comme, c'était un film qui ne marchait pas. Là. Puis je trouvais ça intéressant, je trouvais ça fun. Mais on avait des grands plans pour elle là, avec Joël qui a fait le montage puis les animations. On voulait, si elle embarquait, on voulait la faire flotter dans les airs comme un Ah oui, OK. être surnaturel. Puis, ouais, on avait des grands plans, mais tu sais, je me souviens que quand j'en ai parlé, quand j'ai annoncé à Joël que ça n'allait pas se passer, le monteur, encore une fois, lui, il était content. Ouais. Donc, puis aussi, il y avait aussi la possibilité que la rencontre se passe, mais que là, ce soit comme un peu décevant, awkward. En tout cas, tu sais, c'était comme un autre risque là, à ce moment-là. Mais ouais. Ben, c'est que le film crée des attentes très grandes aussi d'une certaine façon, vu que c'est ça le but, mais souvent, les voyages, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Puis je pense que ton film en est le meilleur exemple. Mais tu as parlé que toi, Isabelle, vous aimez beaucoup Miranda July. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez... parce qu'elle est cinéaste, elle fait des installations. Est-ce qu'elle fait des arts visuels aussi? Je pense que oui. Elle fait beaucoup, elle fait de la performance. Performance, c'est ça aussi. Puis elle est autrice aussi. Elle a fait son premier roman. Oui, je pense qu'elle a fait un seul roman, mais elle a fait aussi comme des recueils de courtes histoires aussi. C'était la... Tu sais, j'ai déjà dit ça, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi, qu'on allait rencontrer.
on sortait de l'aventure de Claire Liver, puis ça fait quand même quelques années, puis on était un petit peu plus jeunes quand même comme cinéaste. Puis il y avait quelque chose, que moi, j'avais une soif de... Je voulais vraiment faire des films libres puis exploratoires, puis je voulais que ce soit possible. Puis des fois, c'est difficile de trouver comment je dirais, des modèles ou des exemples d'artistes comme ça, de cinéastes qui font pas juste faire des... Je sais pas comment dire. Attends, j'allais dire qu'ils font pas juste faire des films, mais ça n'a pas de bon sens. Mais qui ont une Sont des démarche artistes, oui. Oui, c'est ça, qui ont une démarche qui va même peut-être au-delà des films en tant que tels, qui essayent des affaires, qui font de la performance, qui incorporent ça à leur film, tout ça. Donc ça me parlait beaucoup de sa démarche, puis je trouvais qu'il y avait vraiment plein de choses de possibles dans ses films, puis je trouvais qu'elle avait vraiment l'air de rester fidèle à ce qu'elle voulait faire, mais en même temps, c'est quand même une superstar indie là, aux États-Unis. Fait que pas juste aux États-Unis, mais c'est ça. Tout ça faisait en sorte que c'était quand même un modèle pour moi, puis pour Isabelle aussi, je pense. Et tu parles de professional advice à un moment donné. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme professional advice de Miranda July? Je pense que j'aurais voulu comme... évidemment, là, j'avais toute une liste de questions, j'avais toute une préparation, mais tu sais, avec le recul, ce qui me reste, c'est... ce que j'aurais voulu, c'est juste savoir comment elle le fait, puis qu'est-ce que... Tu sais, juste avoir un contact, puis qu'elle me dise comment faire. Mais là, évidemment, je savais très bien que ça, c'était très naïf, puis on voulait jouer avec cette naïveté-là aussi, là. Ouais, c'était même pas tant... Je sais pas qu'est-ce qu'on espérait, de cette rencontre-là, parce que ça pouvait juste être un peu, un retour vers nous-mêmes, parce qu'elle allait quand même pas nous enseigner comment faire des bons films, là, ça s'enseigne pas, là, ça. D'où l'idée du parallèle avec le Magicien d'Oz. L'espèce d'échec annoncé, là, à l'avance, là. Puis d'où l'idée de jouer avec ces codes-là, puis de faire un espèce de clin d'œil au fait que la réponse est en nous-mêmes, pour dire ça de façon quétaine. Mais c'est un peu ça pareil. Oui, parce que je ne sais pas si tous ceux qui ont vu le film ont remarqué, mais il y a vraiment un épouvantail. Donc, Hank, on le voit. Il y a Ikari, l'homme fer de blanc aussi, on le voit. Et Zeke, le lion peureux, paresseux, qu'on voit dans son enclos. Donc, très, très beau. C'est subtil, hein? C'est pas tout le monde qui l'a remarqué. Puis il y a aussi toute la lumière, puis les effets spéciaux que Joël a créés qui sont franchement réussis. Puis dans ces effets spéciaux-là, il y a ta discussion avec Chantal Akerman qui est assez extraordinaire parce que malheureusement, elle nous a quittés il y a quelques années, Chantal Akerman, qui est une de tes grandes influences. Et là, tu crées une discussion avec elle. C'est quand même incroyable. Parle-nous de ton amour de Chantal Akerman. J'ai un amour pour Chantal Akerman. On est plusieurs à adorer son cinéma. Qu'est-ce qui te passionne chez Chantal Akerman? Tu sais, et puis je lui fais le dire dans le film, mais tu sais, c'est son espèce de conception du cinéma comme étant un espace qu'on a devant soi, tu sais, puis dans lequel on peut construire, là, tu sais, ce qu'on veut. Je trouve ça comme... Quand j'ai découvert son cinéma, ça a vraiment ouvert des portes dans ma tête, puis j'ai vraiment comme... ça a été comme une révélation justement de ce qui était possible avec le cinéma, puis toute l'espèce de presque quasi-radicalité avec le temps, tu sais. Elle disait que si tu n'avais pas, je sais pas, je ne me souviens plus si cet extrait-là est dans le film, là, ça fait une éternité que j'ai vu le film, mais elle disait que si tu regardes un film et que tu n'as pas vu le temps passer, ben tu viens de perdre 2 heures de ta vie, tu sais. Puis ça m'a comme enlevé un poids sur les épaules parce que, tu sais, c'est correct là, qu'on réalise, qu'on ait le temps là, de réfléchir à ce qu'on est en train de voir, puis que ce soit comme un peu long par bout, puis tu sais, c'est comme... Moi, ça m'a donné une grande liberté, son cinéma, ses documentaires beaucoup aussi.
le fait qu'elle va de documentaire à fiction aussi, puis qu'elle n'en fait pas comme une cérémonie, là, dans le sens que ça peut être poreux, tout ça. On fait du cinéma après tout à chaque Exact. fois. Ouais, Exact. Fait que, ouais, puis je l'ai découvert. J'ai découvert son cinéma comme pas longtemps avant sa mort. Là. J'ai découvert assez tard. Puis là, j'étais en train de lire son autoportrait en cinéaste quand j'ai appris sa mort. Puis ça m'a vraiment bouleversée. Là, donc, oui. Puis pour revenir au Magicien d'Oz, c'est pas tout le monde qui le voit, puis c'est vraiment subtil, là, je sais. Là, mais à la fin, il y a même Toto. Sur la voyons donc. Oui. Mais sur la plage, moi et Isabelle, on est sur le bord de la plage. Puis là, oui, c'est vrai, le petit chien, ben oui. Oui, c'est vrai. Le petit chien qu'on a engagé pour venir sur la plage. Donc c'est ça. Je voulais juste dire ça. Mais Chantal Akerman, juste te dire, moi, j'ai vu aussi beaucoup de ses courts-métrages et je trouve que ton univers et son univers à elle, au niveau du court-métrage, vous ressemblez beaucoup parce que ses courts-métrages étaient très ludiques puis elle les faisait vraiment avec zéro budget. Là. Ouais. Mais il y a plein de bonnes idées, comme tes films sont remplis de bonnes idées. Fait que là-dessus, il y a vraiment, là, vous ressemblez vraiment beaucoup. Parlons concrètement, vous êtes parti combien de temps? Je veux dire, votre road trip, ça a duré combien de temps en tout? Bon, ça a quand même informé la façon de concevoir le film, là, parce qu'on était sur la route seulement 30 jours. Okay. Ça, là, c'est pas beaucoup quand tu traverses les États-Unis, puis il faut aussi que tu dormes, puis il faut aussi que tu tournes sur la route. Donc, tu sais, en sachant qu'on avait juste ce temps-là, c'est sûr que c'est ça que je suis partie préparer à un point, là, dans le sens que on avait tout un... j'avais fait tout une espèce de, comment dire, de schéma, là, de trucs, de plan, tu sais. Puis là, une fois qu'on est parti, là, j'ai vraiment jeté ça aux poubelles parce que, tu sais, il faut vivre avec ce qui arrive, là. Mais... donc, c'est ça. Donc, seulement 30 jours. Puis, la partie qui se passe à Montréal, où toute l'ouverture du film, ça a été tourné vraiment plus sur une longue période. Il y avait seulement moi et Isabelle. Elle faisait la caméra. Moi, je suis capable de faire du son. Donc, on s'arrangeait vraiment. C'était vraiment plus à la claire l'hiver. Donc, voilà. Puis, il y avait combien de kilomètres au compteur, au retour? Combien de kilomètres vous avez fait? L'avez-vous calculé? Ça, je ne sais pas, par exemple. Non. Vous ne le savez pas? Pas calculé. Je suis désolée. Oh, je me permets un petit aparté très personnel. Moi, j'ai fait déjà Montréal, Daytona Beach, Montréal en 10 jours. J'avais fait 7500 km avec une voiture louée. Je me souviendrai toujours du locataire du véhicule quand il a vérifié le kilométrage au retour. Je pense qu'il n'a pas dormi de la nuit un peu. Oh mon Dieu! Ouais, non, c'est ça. Mais, ouais, je sais pas, j'aurais dû penser à ça, mais là, tu sais, j'étais peut-être trop dans le... Non, mais c'est correct. Et, bon, parlons de ceux que vous interviewez. Oui. Vous en avez croisé énormément de monde. Comment vous les choisissez? Qu'est-ce que tu voulais comme type de protagoniste dans ton film? Ces rencontres-là ont quand même beaucoup bougé, tu sais, au montage, parce que je ne savais pas trop comment les traiter. Je me sentais comme un peu comme c'est dit dans le film, là, je me sentais comme une responsabilité, tu sais, de rencontrer des gens parce qu'on traversait un pays, tu sais, qui vivait quand même des choses pas faciles, là, tu sais. Puis, là, je fais allusion à Trump, puis tu sais, plein d'inégalités. En tout cas, on sait c'est quoi les États-Unis, là. Puis, je me sentais comme une responsabilité de ne pas être, de rencontrer des gens, tu sais. Puis là, puis c'est ça. Mais je ne savais pas après comment ça fitait dans le montage. Tu sais, ça a beaucoup bougé, là, la façon d'intégrer ces personnages-là. Ces personnes-là, pas personnages. Puis finalement, on a joué avec ça. On a joué avec le fait que je sentais une certaine responsabilité de la tradition documentaire. Tu sais, justement, bon, donc on va faire une joke avec ça. Donc, puis il y a certaines personnes que j'ai trouvées à l'avance, que j'avais repérées à l'avance.
Puis il y a des gens que vraiment ça s'est passé, comme Eric, là, qu'on rencontre dans le parc, qu'on croise dans la manifestation, ben, ça s'est passé vraiment par hasard. Puis c'est ça. Mais par exemple, Nicole, qui est la madame qui nous raconte un peu son heartbreak, là, comme on dit, Oui, son histoire de... sa séparation. Sa séparation, oui. Ça, on avait prévu la rencontrer. OK. Donc, parce que tu es dans sa cuisine avec elle, c'est ça? Oui, oui. Avec elle. C'était vraiment beau. Là. Elle était vraiment fine, puis vraiment généreuse aussi là, de ses histoires. Donc, voilà. Puis tu en as fait combien de rencontres? Parce qu'au montage, tu as dû en couper quand même quelques-unes. Oui, mais on n'en a pas coupé tant que ça. Non? Mais tu sais, on avait c'est juste qu'avec ces personnes-là, on a passé quand même pas mal de temps, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'ils ont été condensés à leur essence. mais ouais, non, on n'a pas fait tant que ça. Attends, j'ai peur d'oublier. Mais je me demande s'ils ne sont pas toutes là, les rencontres même. Juste vraiment courtes. Ouais. OK. Donc, tes films sont quand même très préparés parce que, exemple, moi, je trouve que tu réussis toujours à mettre de la poésie dans tes films. Tu es toujours très consciente de ton médium aussi. Ça, c'est super intéressant pour les gens qui trippent sur le cinéma là, comme moi. Il y a une séquence très, très belle où est-ce qu'on voit tes cheveux devant l'objectif, puis après, on voit des herbes longues. Tu sais, ces petites idées-là, c'est spontané, mais admettons, quand vous parlez de la chanson de Robin, que vous ne pouvez pas mettre parce que vous ne serez pas capable de payer les droits, ce type d'idée-là, est-ce que tu pars avec ça avant le tournage ou ça vient pendant ou ça vient après? Ben, tu vois, par exemple, les cheveux, puis les petits accidents, là, ça, c'était un peu... Tu sais, ça arrivait naturellement, mais en tant que réalisatrice, ma décision, c'était juste d'appuyer sur Rec trop tôt, tu sais. Fait que là, ça permet de ramasser plein de petits moments intéressants, tu sais. Même des fois d'appuyer sur Rec, puis ça ne le sait pas. Ou vice-versa, elle avait le droit, tu sais, de me faire une surprise. Donc, donc c'est ça, c'est juste de se donner des trucs comme ça. Sinon, par rapport à la scène muette, ça, c'était une idée que j'avais eue avant, puis je trouvais ça le fun de jouer avec ces codes-là, parce qu'on n'avait tellement pas d'argent, là, je veux dire. Puis c'est vraiment, pour ceux qui connaissent ça un petit peu, là, les droits musicaux, c'est l'enfer. C'est juste comme un monde en soi. C'est comme des gens qui achètent des droits. Et après, ces gens-là, tu sais, sont riches, là, puis ils s'en foutent là, de toi, là, de ton œuvre. Je veux dire, ils achètent des droits musicaux pour s'enrichir. Puis là, après, ça devient inaccessible. Tu sais. Fait que c'est vraiment un univers. Puis je trouvais ça le fun de jouer avec le code du muet, puis de pouvoir me faire dire un peu ce que je voulais. Puis d'ailleurs, ça a beaucoup changé, là, ce qu'on disait. Là, ça a comme évolué selon ce qu'on avait besoin d'entendre dans le montage. Puis je voulais juste dire, c'est ça, les cheveux qui ont un raccord après avec les herbes qui se promènent dans le vent, ben, ça, c'est des petites touches je sais pas, de sensibilité du monteur, là, aussi, là, qui est là pour beaucoup là, du film. Là, je veux dire, lui, Joël, j'ai fait vraiment confiance pour trouver ces petits moments-là. On collabore ensemble depuis qu'on est sorti de l'école. Puis je sais que je peux comme lui donner le matériel puis lui faire confiance, puis qu'il va comme il va sélectionner des choses que j'aurais jamais pensé. Puis on travaille vraiment de façon complémentaire. Après, comme il fait toute une sélection, on regarde une séquence de 12 heures, puis après, ben, on fait des choix, puis en tout cas, ça se construit tranquillement, mais il y a vraiment comme une sensibilité pour les petites poésies de plus du quotidien, puis de la banalité, là, j'aime pas bien ça, ce mot-là, mais en tout cas... Non. Mais j'avais déjà écrit une critique que je pense de Claire Nuard, puis j'avais dit que tu faisais du bricolage cinématographique, puis c'était vraiment pas négatif là, ou péjoratif en utilisant ça. Mais en t'entendant parler, je me rends compte aussi que le petit côté maladroit, le petit côté naïf que tu mets dans tes films,
ben, il ne l'est pas tant que ça, finalement, parce que c'est hyper planifié puis travaillé quand même. Donc, finalement, les plus maladroits, c'est ceux qui ne nous le montrent pas dans leur film, parce que toi, tu oses le montrer. Ça prend du courage, parce que tout film est maladroit. Il se passe tellement d'affaires sur les tournages tout le temps, il y a plein de bad luck, il y a plein de trucs. Mais toi, tu as le courage de nous le montrer puis de le mettre dans tes films, ce qui, selon moi, t'humanise encore plus. C'est pour ça que les gens qui aiment ton cinéma l'aiment d'amour aussi, parce que tu as beaucoup de fans. Ceux qui t'aiment, ils t'aiment vraiment beaucoup, là. Non, mais c'est vrai. Sur les sites de cinéma comme Letterboxd, là, ceux qui aiment ton cinéma, c'est fou. Puis je pense que c'est ça, c'est l'humanité que tu mets dans tes films, dans ces petits détails-là qui fait toute la différence. Ben, c'est cool d'entendre ça, mais tu sais, c'est aussi c'est de laisser place au doute puis au processus. Puis, tu sais, moi, c'est pas vrai là, que je suis en contrôle 100% du temps quand je fais un film. C'est tellement compliqué, c'est tellement beaucoup de choses qu'il faut qu'ils fit puis qui, tu sais, qui, je sais pas, là, qui concordent. Puis c'est ça, je trouve ça intéressant d'utiliser le doute comme un thème central. Tu sais, c'est comme ça. Ouais, c'est quelque chose qui vient spontanément. Je pourrais pas. Ben, je pourrais. Mais, mais là, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas tant là, d'évacuer ça de mes thèmes, là, de ce qui m'intéresse, de mes moteurs. T'sais. Donc, je pense que c'est de là que vient l'espèce comment on dit, ben, je ne sais pas si c'est de la maladresse, là, mais de spontanéité ou en tout cas de liberté. Là, oui, liberté, c'est le bon mot. C'est de jouer avec le doute, puis jouer avec la construction du film aussi, puis trouver la fine ligne entre accidents. C'est comme cadrer le réel pour que les accidents aient une place. T'sais. En tout cas, je ne sais pas là, si ça a du sens, mais c'est ça que... Oui, ça fait du sens. Puis c'est génial parce que là, tu as dit le mot-clé cadrage. Tu m'amènes à ma prochaine question. Parlons des cadrages, puis ce qui est fort intéressant aussi. Tu as une bonne relation avec Isabelle à ce niveau-là. Une des plus belles séquences du film, c'est quand vous traversez une dune, puis vous êtes minuscule, là, je veux dire, on vous devine. Ce type de plan-là, ça vient plus d'Isabelle ou ça vient de toi? Comment vous fonctionnez au niveau du cadrage ensemble, tous les deux? Mais tu sais, moi et Isabelle, on se parle beaucoup, là, dans le sens que ça s'est vraiment construit petit à petit. Et c'est même dur d'identifier comme l'origine de ça. Mais tu sais, au début, là, on parlait de notre exposition. On avait une vidéo dans notre expo où c'était nous deux qui traversaient comme un paysage enneigé. Puis à peu près ce genre de cadrage-là, tu sais. Puis là, je ne sais pas, je me souviens plus là, si c'est de ça qu'est venue l'idée, mais tu sais, ben oui, d'ailleurs, mon Dieu, à quoi je pense? C'est le plan qui ouvre Lady Time, finalement, ce plan-là. Oui. Puis l'idée de nous mettre vraiment minuscules dans des plans, dans différents plans à travers le film pour comme montrer un petit peu notre progression à travers notre voyage, là, tu sais. Mais pas juste notre voyage dans le pays des États-Unis, mais aussi en tout cas, notre voyage dans le sens large. Bon, tu vois, là, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je dis? On parlait des cadrages, du choix des cadrages entre vous deux, puis toi, puis Isabelle. C'est ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, ça c'est vraiment le fruit d'une collaboration. Puis, je pourrais pas dire qui a eu l'idée ou quand est née l'idée. Tu sais, c'est vraiment, justement, en collaborant ensemble, à travers Claire l'hiver, qui a donné l'exposition, qui a donné LA Time. Tu sais, tout ça est comme imbriqué. Fait que là, c'est difficile de, comme... Mais c'est ça qui est le fun que tes collaborateurs te suivent d'un projet à l'autre. J'ai l'impression qu'on grandit vraiment ensemble puis que les idées, après un certain temps, tout ça s'entremêle. Puis on est vraiment une équipe. Là, ouais, on fait... Ben bon, tu lis dans mes pensées, puis c'était ma prochaine question aussi. Okay. La collégialité. Donc, c'est important, le travail d'équipe, toi, d'avoir les mêmes collaborateurs de film en film, de construire avec eux ton œuvre. Oui, ben à date, ça s'est passé comme ça. Puis, tu sais, j'ai comme découvert la richesse de ça au fur et à mesure, là, tu sais. Mais oui, là, tu sais, je m'imagine pas qu'un autre monteur que Joël travaille sur mes films, là, tu sais, dans le sens que
on construit un langage ensemble, puis tu sais, à moins qu'il y ait un problème un jour, là, mais je suis super chanceuse de travailler avec eux, puis on se comprend bien, tu sais, on a pu, tu sais, quand on est sur un tournage ensemble avec Isabelle, ben, tu sais, elle comprend, là, tu sais, je veux dire, tu sais, ben là, on se parle, là, je veux pas dire que c'est comme, on claque des doigts puis on a un plan, là, mais Oui, oui. on est sur la même longueur d'onde, puis on est aussi complémentaires, là, tu sais, on réfléchit pas du tout de la même façon, puis je pense que ça paraît dans le film aussi, on n'a pas des caractères pareils du tout, mais tu sais, ben, c'est pour ça que ça fonctionne bien, je pense. Parlons de Joël Morin Ben Abdallah, qui est, c'est ça ton monteur, mais il fait aussi des effets visuels qui sont très intéressants parce qu'il y a un petit côté années 80, comme c'était des vieux VIC-20 là, qui étaient utilisés pour faire les effets spéciaux. Son travail est tellement bon qu'à un moment donné, moi, ça fait plusieurs fois que je les vois, que quand tu danses, il y a une séquence où est-ce que tu danses là, dans un stade. Je pense que c'est-tu Nicole à ce moment-là? La jeune fille avec qui tu danses, attends, j'ai-tu écrit son Ah, nom? c'est... Non, non, je me trompe de nom. c'est pas Nicole, c'est... Non, non, Nicole, c'était dans la cuisine, excuse-moi. Bon, c'est c'est pas grave. On sait de qui on Chaillot. parle. Chaillot. Chaillot, OK. Ouais. Mais cette séquence-là, en arrière-plan, il y a un hélicoptère qui passe. Ouais. C'est rendu que dans tes films, je ne sais même plus si c'est des vrais hélicoptères ou si c'est ajouté. Ah, c'est bon, ça! Oui, c'est ça, c'est que la frontière, tes films, il y a toujours un aspect fantastique dedans. Et le travail de Joël fait que moi, comme spectateur, si je connais bien ton cinéma, on peut se mettre à douter de ce qu'on voit par rapport à la réalité. Puis justement, tu veux comme rendre un peu plus flou la frontière entre la fiction et le documentaire. Mais je pense que ça peut aller jusque-là. C'est une idée que je te lance, mais vous pourriez pousser ça encore plus loin parce qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Tu sais, il y a certaines séquences où je me dis, OK, ça a été ajouté, ça ne l'est pas. En tout cas, ça fonctionne bien. Mais c'est ça, le fantôme de Chantal Akerman pose la question, tu sais, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'on trouve Oui, le vrai jamais? c'est vrai. Puis, mais l'hélicoptère est vrai. Faut que je te dise. Je l'ai réécouté et j'ai fait, non, non, c'est moi qui imagine, Ouais, c'est ça. qui Mais, imagine des choses. oui, Ouais. oui, c'est ça. Oui, mais en tout cas, c'est un beau compliment, ça. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis là, ouais, on continue à travailler ça. Il va y en avoir plus aussi des animations dans la prochaine chose sur laquelle on travaille. Là. Fait que, ouais. Ouais, ça, on va y revenir tantôt. Tous ceux qui nous suivent, là, c'est vrai, j'ai oublié de vous relancer, mais tous ceux qui sont à l'écoute présentement, gênez-vous pas de nous écrire des questions. Je pense que tout le monde est fasciné en ce moment, fait que sont comme devant leur écran, ils ne bougent pas, mais tapez sur le clavier, écrivez des mots que je vais pouvoir relayer à Sophie. Il nous reste quelques minutes encore, donc gênez-vous pas de nous envoyer vos questions. On a parlé un peu de l'aspect exposition. Toi, jusqu'à quel point, là, c'est ça, le côté artiste, donc dans ta démarche artistique, les expositions, est-ce que c'est quelque chose, tout ce qui est installation, est-ce que tu veux exploiter de plus en plus cet univers-là, puis avoir comme, c'est ça, une démarche artistique qui est plus globale, qui n'est pas juste limitée au cinéma? C'est une question que je me pose souvent. Puis c'est drôle parce que après, tu sais, ceux qui en font le savent, là, faire un film, c'est comme vraiment une grosse entreprise. T'sais. Fait que j'ai réalisé que mon pattern, c'était un peu de finir un film, puis là, me dire, ah, je vais faire une autre chose là, qui va être vraiment plus light, vraiment plus comme léger, pas facile, mais plus immédiat. T'sais. Puis là j'essaye quelque chose d'autre, puis il y a tout le temps un projet de film qui me rattrape. Puis c'est vraiment ça mon médium. Là. Je peux pas. C'est ça. Fait que là, mais oui, je suis pas, je suis vraiment pas fermée à l'idée, mais là, en ce moment, je dirais que le cinéma m'occupe déjà beaucoup, puis je suis contente, puis j'aime vraiment ça. Donc là, toute mon énergie est là-dedans. Là, c'est là-dedans que je me crois aussi. Je sais pas. J'ai étudié, on dirait que j'ai une légitimité plus là-dedans que dans autre chose. Ouais. Je comprends. Par rapport aux États-Unis, vous l'avez traversé, vous avez rencontré beaucoup de monde, vous avez mangé là, vous avez dormi là.
Quel Ouais. regard tu portes aux États-Unis? Quand même, 30 jours sur la route, ça te permet d'avoir le pouls d'un pays. Ça, Hmm. c'était l'époque Trump qui s'est terminée maintenant. Mais pour ce que vous avez vécu, qu'est-ce que tu en retiens de ce voyage-là? Ouais, ça, c'est, c'est vraiment un pays qui me fascine là, complètement. Puis, tu sais, je m'y intéresse beaucoup, puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, parce que ne serait-ce que parce qu'on entend toujours parler, là, tu sais, je veux dire, j'écoute plus les nouvelles américaines, là, que Ouais. c'est pas correct de faire ça, mais c'est ça pareil. Puis, moi, j'ai trouvé que les gens étaient accueillants, puis, tu sais, à un niveau personnel, ça a été comme une belle expérience, mais après, tu sais, faut être conscient que on était 4 personnes blanches aussi là, qui traversaient les États-Unis. Je suis sûre que mon expérience aurait été différente. En tout cas, il y a beaucoup, tu sais, c'est une grosse question parce que. Puis ça a été vraiment important aussi dans le processus d'écriture du film puis de montage parce que, tu sais, quand on a eu l'idée du film, là, c'était Obama qui était au pouvoir, puis c'était vraiment. C'est un autre, pas un autre pays, mais en tout cas, une autre perception de ce pays qu'on avait. Là, puis là, quand on a traversé les États-Unis, comme je disais tantôt, là, c'était Trump, puis c'était vraiment un autre climat politique. Puis je voulais comme faire attention pour ne pas être complètement insensible à ça. En même temps, je voulais pas que ça devienne je voulais pas que ça devienne un reportage. Il y en a assez, on entend tellement parler là, d'analyse. Moi, je peux pas faire une analyse des États-Unis, là, mais en tout cas, donc ça a été, je sais pas si je pense que je réponds pas vraiment à la question, mais euh, je pense que la réponse simple, ce serait que c'est vraiment un pays qui me fascine, puis qui est tellement une chose et son contraire, mais que je ne saisis pas bien, en fait, ce pays-là. Ouais. Puis trouves-tu, parce que quand on écoute les nouvelles américaines, on se rend compte qu'ils vivent dans la peur, ils font peur. Les nouvelles, c'est tout le temps des trucs, c'est tout le temps des trucs graves, la situation va mal, puis c'est tout le temps des petits chocs, des montages qui sont achalants. C'est agressif comme télévision, la télé américaine. Donc, ça, c'est ce qu'on voit des États-Unis. Mais quand on est sur place, c'est tellement du bon monde. C'est des gens tellement intéressants, même si beaucoup n'ont pas beaucoup voyagé, qui ne sont pas très curieux de ce qu'il y a à l'extérieur de leurs frontières. Mais cette bonté-là, as-tu senti à quel point les gens sont gentils, sont bons? Moi, ça me rentre dedans. Chaque fois que je vais aux États-Unis, on a l'image des fusils, on a l'image des mass shootings. On a tout le temps une image très négative, mais puis tous les déchets qu'on a reçus de l'époque Trump aussi. Ouais. Mais quand on les côtoie, c'est des gens vraiment sympathiques. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment, tu sais, il faut faire attention parce que ça dépend tellement de où tu es. Puis encore une fois, de ton niveau de. J'y ai pensé vraiment souvent là, pendant que j'étais là-bas. Est-ce que j'aurais eu le même accueil ou si on n'avait pas été canadienne ou blanche ou tout ça. Là, j'essaie de faire attention à ça, mais c'est vrai que moi, on a vraiment été bien accueillis. Puis on a vraiment les gens étaient super sympathiques. Puis on est aussi, c'est ça que je découvre aussi. Ben, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai découvert ça, mais moi puis Isabelle, un des avantages qu'on a, c'est qu'on a l'air de sortir de l'université. Et donc, on pourrait, puis on s'en sort souvent, je veux dire, on n'est pas grande, on est comme, on a l'air gentil, là. Fait que là, souvent, on s'en sort, là, en disant que on fait juste un petit tournage, là, un petit tournage d'école, puis, on n'a pas l'air menaçante, c'est ça que je veux dire. Fait que, ouais, non, notre expérience a vraiment été sympathique, là, Jamais, on s'est jamais senti en danger, sauf la fois qu'on voit dans le film avec Ben, encore là, tu voles ma prochaine question, c'est ça. Des fois, on peut se perdre. Ça m'est arrivé aussi. Puis c'est la seule séquence où est-ce que vous avez eu vraiment peur. Puis qu'est-ce qui est arrivé finalement? Vous avez dormi où ce soir-là? Ah, je me souviens plus où on a dormi, mais je veux dire, on a filmé notre entrée, on est rentré dans sa shop, on a tout filmé le plan qui dure à peu près, je sais pas, 9 minutes.
Puis on est sorti, puis on a coupé, puis on est parti. Là, vraiment, puis tu sais, là, ça, c'est la fois que pour vrai, j'ai eu peur. Ben, tu sais, Ouais. ouais, une petite inquiétude, là, quand même. Mais à part cet épisode-là, pour vrai, c'était une belle expérience. OK. Très Puis fatigante. excuse-moi, vous avez décidé de le garder quand même, cette séquence-là. Pourquoi? Ben, ça, c'est une autre séquence qui, un peu, comme à un moment donné, elle n'était plus dans le montage. À un moment donné, elle durait 8 minutes. Là, elle dure, je pense, c'est 2 minutes et demie finalement, ou 2 minutes, je ne sais plus. Puis, puis les gens réagissent beaucoup à cette séquence-là. Il y a des gens qui la détestent, il y a des gens qui l'aiment beaucoup puis qui trouvent ça important qu'elle soit là. Pour moi, elle servait aussi, ne serait-ce que formellement, à une espèce de coupure. Dans le sens où on faisait nos rencontres, c'était beau, c'était fun, on rencontrait Nicole, on rencontrait Eric, après Chaillot, c'était comme upbeat, là, c'était... Puis là, ça, c'était comme la cassure, puis là, on faisait comme, OK, c'est fini les rencontres, on va juste se concentrer à faire ce qu'on sait faire, puis, ben, pas qu'on sait pas faire des rencontres, là, mais on va se concentrer à ce pourquoi on était ici, notre quête, tout ça. Donc, je trouvais que c'était important dans le rythme du film. Mais j'avoue que quand la séquence était plus longue, là, je trouvais qu'on rentrait dans comme un propos qui n'était pas le propos du film, à propos de... qui était quasiment à propos d'être une fille et voyager. Puis, tu sais, c'était pas ça le film. Mm-hmm. C'était pas ça. Fait qu'on l'a gardé finalement. Voilà. Ben, bon choix. Moi, je trouve qu'elle est importante, cette rencontre-là, puis ça équilibre le film aussi. Non, c'est un bon choix de l'avoir gardé. On a un public gêné ce soir qui pose pas beaucoup de questions. Moi, j'en ai une dernière pour toi. Avant-dernière, on va dire. La pandémie qu'on vit présentement, est-ce que ça change quelque chose à ta démarche artistique? Est-ce que tes projets, tu les vois d'une autre façon? Est-ce que c'est venu toucher quelque chose chez toi que tu as le goût d'exprimer? Je ne sais pas de quelle façon la pandémie, côté l'artiste que tu es, est-ce que ça a changé quelque chose? Ben, c'est sûr que ça brasse au niveau je sais pas, du questionnement sur son engagement, dans son travail, c'est sûr. Mais je dirais que ça brasse au niveau de mon engagement à un point de vue plus citoyen là, que cinéaste. Je ne prétends pas pouvoir révolutionner. Je sais pas comment dire ça. C'est vraiment compliqué ça. Mais je vais continuer de faire le cinéma qui, je pense, touche à des thèmes de société qui sont importants. Mais je pense pas faire tomber dans le cinéma militant parce que c'est pas ça que je fais. Puis je pense que c'est drôle, je suis en train d'écrire là-dessus avec Catherine Oslo, la BDiste, pour un article dans Liberté, puis on parle de ça, là, genre depuis, ça fait 2 semaines là, que j'essaie de me débattre avec cette idée-là. Mais bref, ça n'a pas tant, au final, je me pose beaucoup de questions, mais ça n'a pas tant d'impact au niveau des films en tant que tels. Mais il y a un questionnement qui, je pense que tout le monde, pas mal, a, qui va laisser des traces, mais je ne sais pas encore comment. Là, mais il reste que... OK. Donc, sans c'est en toi, puis que ça va sortir d'une façon ou d'une autre. C'est ça, mais pas nécessairement en termes de, je ne vais pas faire un documentaire sur la pandémie. Là, non. Bon Dieu, s'il vous plaît, merci. Mais il va y avoir des petites traces, là, parce que c'est ça qu'on fait. Ouais. Oui, et je m'adresse à tous les cinéastes, auteurs, artistes. Faites-nous pas des trucs de pandémie. On l'a tous vécu. C'est pas une expérience unique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il faut que ça soit le sous-texte. Ça peut pas être le sujet principal, s'il vous plaît. On s'en sortira pas vivant, sinon. Dernière question, Sophie. Sur quoi tu travailles présentement? C'est quoi ton prochain projet cinématographique? Je développe 2 projets. Puis là, c'est le fun. C'est la première fois que simultanément, je travaille sur une fiction puis un documentaire. Fait que là, c'est vraiment nourrissant, là, parce que comme quand un va mal, l'autre va bien, vice-versa. C'est fun. Puis donc, il y en a un qui, le documentaire, c'est un documentaire où je suis
un ami, un voisin à moi qui travaille sur une pièce de théâtre autour du mythe de Sisyphe et on s'interroge beaucoup par rapport aux roches ensemble à cause du rocher de Sisyphe. En tout cas, c'est comme un documentaire que j'ai beaucoup de misère à décrire, mais qui va être drôle et intéressant et le fun, je pense, là, j'espère. En tout cas, le fun à faire. Puis la fiction, ben, j'ai fait allusion à la fin de Letty Time. Là. Je suis vraiment en train de Oui, développer l'extraterrestre. la fiction avec un personnage extraterrestre qui rencontre une autrice sur Terre. Et ouais, c'est ça. Je sais pas si... je pense que je peux pas en dire beaucoup plus que ça pour l'instant parce que c'est vraiment en chantier. Oui, en chantier. Excellent, mais ça met déjà l'eau à la bouche, puis change pas, surtout. Sophie, change pas. Ton univers est extraordinaire, puis on a juste hâte de voir tes prochains films. Un gros merci de ta générosité, Sophie. Ben, merci à vous, puis je comprends les gens qui posent pas de questions. Moi, je suis la première à pas poser de questions en Q&A, fait que pas de problème. Oui, on veut pas que personne se sente coupable de ne pas en avoir. Il y a quelqu'un qui me dit de rappeler le nom de la BDiste, s'il vous plaît. Catherine Oslo. Oui, puis c'est elle qui était à la Cinémathèque pendant 1 an, c'est ça? Ah, mais oui, c'est ça. Ben, il y a une exposition à la Cinémathèque en ce moment d'elle. Oui, elle a une exposition à la Cinémathèque québécoise actuellement. Puis c'est comme c'est issu d'un an passé à la Cinémathèque de rencontrer des gens qui sortaient des séances de films. Puis c'est vraiment beau, là. Oui, j'ai hâte de voir, moi. Je le recommande. Donc, ça sera notre recommandation culturelle. Ben, ouais. Un gros merci. Donc, merci à vous, cher public, qui nous avez suivis et ceux qui vont nous écouter par la suite aussi, parce que dès qu'on termine, ça va être disponible sur la page du Quai et sur la page aussi de Ciné Verdun. Donc, je n'hésite pas de partager sur vos médias sociaux et à tous les gens que vous aimez dans la vie. Un gros merci à Diane Gély de Ciné Verdun pour la technique et qui est en charge de cet événement et de tout ce qui se passe à Ciné Verdun. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook de Ciné Verdun et sur le site cinéverdun.com. Vous allez y trouver toute la programmation jeunesse pour la semaine de relâche et aussi tous les autres films qui s'en viennent. On a déjà commencé à travailler sur la programmation du mois de mars. Alors, allez jeter un petit coup d'œil à ça. Et d'ici là, portez-vous bien et bon cinéma. Salut!